Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci d'être venus donc pour le lancement du fonds Axiom Africa Equity Fund. Axis est très fier de présenter ce fonds. Ça fait maintenant plus de 25 ans que nous offrons des solutions d'investissement à nos clients. Et pour Axiom Africa Equity Fund, ça a été une vraie réflexion. Ça fait maintenant 1 an et demi que Ismail nous a rejoints. Et nous avons besoin de cette année et demie pour tester nos modèles, observer comment le fonds pouvait réagir par rapport aux aléas du marché. Et avec la Covid-19, on a été gâtés, donc on a pu bien tester ça, et ça marche extrêmement bien, donc nous sommes fiers de pouvoir annoncer le lancement du fonds, donc Axiom Africa Equity Fund. Rapidement, Axis, ça fait maintenant 25 ans que nous faisons ce métier-là. C'est le 5e fonds que nous lançons. Et pour Axiom Africa Equity Fund, Ismail va vous en parler plus longuement. Ce qu'il ne va pas faire, c'est parler de lui parce qu'il est assez humble. Donc moi, je vais vous parler de lui. Il vient de chez State Street. Il a passé 13 ans chez State Street, qui est la 3e plus grosse compagnie d'asset management au monde, qui gère 3 000 milliards de dollars. À titre d'exemple, c'est 200 fois le PIB de l'île Maurice. Donc il y a les 200 petits pays mauriciens sous lui, enfin pas sous lui, toutes les équipes de State Street, ils sont nombreux. Et Ismail, lui, il était en charge de fonds d'investissement qui investissaient en Afrique et dans les marchés émergents. Et il gérait juste lui 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars, c'est un petit peu moins que le PIB d'île Maurice, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, il nous a rejoints il y a 1 an et demi. Ça a très bien marché et je vais le laisser faire sa présentation et nous expliquer comment ça marche. Merci Constantin, merci beaucoup. Vous savez, quand je suis venu ici à Maurice, au départ, c'est une rencontre. Une espèce d'alchimie qui s'est fait autour de la personnalité de Constantin, de sa vision, on va dire, de l'investissement et de l'Afrique, d'Axis surtout, en tant qu'acteur régional et acteur local en fait, ici en Afrique. Et puis moi, en fait, on était tous des grands passionnés d'investissement, des chevronnés d'investissement, et on avait une conviction profonde tous. C'est ça qui a été le déclencheur de ma venue, c'était la conviction des opportunités immenses qu'offrait le continent africain. Et voilà, donc l'objectif de ma venue, c'était de lancer ce fonds auprès d'Axis pour les clients qui sont des Mauriciens, principalement aujourd'hui, mais demain seront des clients étrangers, des clients qui seront à la fois des particuliers, mais aussi des institutionnels. Donc un fonds, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement qui investit sur les actions des pays africains, donc des sociétés africaines qui sont cotées en bourse, j'insiste dessus. C'est un fonds qui est accessible donc aux investisseurs à partir d'un montant de 1 000 $ et qui dispose d'un horizon d'investissement suffisamment long pour capitaliser sur ces opportunités. Alors vous me direz, l'Afrique pourquoi? Eh bien, le continent offre des opportunités considérables. Notre conviction, elle est fondée sur ce que nous appelons des analyses de méga-tendances. Et je vais vous en citer 2 pour vous illustrer un petit peu ces méga-tendances qui se passent ici sur le continent et qui rendent le continent unique. La première méga-tendance, c'est ce qu'on appelle le boom démographique. Comme vous pouvez le voir ici, aujourd'hui vit 1,3 milliard de personnes sur le continent, à peu près 1,5 milliard, 2020. En 2050, cette population est projetée selon les données des Nations Unies, donc du département de l'économie et des affaires sociales de l'ONU. La population est projetée pour être composée de 2,5 milliards de personnes. À échéance de ce siècle, cette population représentera 4,3 milliards de personnes. Alors vous me direz, ok, c'est beaucoup de personnes, mais qu'est-ce que ça représente par rapport à la population mondiale? Eh bien regardez, aujourd'hui, en 2020, la population africaine, la population des personnes qui vivent en Afrique, représente un peu moins de 20%, quelque chose comme 15%, 15 à 20%. Lorsque l'on prend maintenant en 2100, cette population représentera 40% de la population mondiale. C'est juste pour que vous compreniez en fait ce boom démographique, l'importance de ce boom démographique en tant qu'élément structurant du continent. La deuxième méga tendance est pour moi, en fait, elle agit
comme une espèce d'exhausteur de goût. Vous savez, comme on a en cuisine, on rajoute un exhausteur de goût pour amplifier un phénomène. Bien, cette deuxième dimension, c'est la révolution digitale. La révolution digitale, ça va agir comme un accélérateur de cette transformation qui réside en Afrique. Et en fait, ce continent, justement, a ses caractéristiques uniques dans le monde. Et nous, notre conviction profonde, c'est que ça offre des opportunités d'investissement immenses, et je dirais même historiques. Ce sont des opportunités d'investissement qu'on pourrait comparer à la révolution industrielle dans les pays développés. Et donc nous pensons aussi, et ça c'est le côté agréable des choses, c'est que la plupart des investisseurs aujourd'hui ont complètement ignoré et négligé en fait, ces deux aspects-là. Donc les opportunités, les pépites d'or qui sont ici en Afrique sont complètement ignorées aujourd'hui des marchés internationaux. Juste pour vous donner un petit exemple, l'Afrique représente aujourd'hui dans les indices boursiers internationaux moins de 1% de la capitalisation boursière, moins de 1%. Et quand on regarde ces nombres, qu'on voit combien la population représente dans le monde, on voit bien que les marchés boursiers aujourd'hui sont sous-représentés en Afrique. Pourquoi? Parce que justement les investisseurs n'ont pas investi suffisamment depuis ces nombreuses années pour capturer ces tendances-là. Il y a un train qui est en marche, clairement. Ce train, il ne faut pas le rater. Et Action Africa, finalement, c'est fournir aujourd'hui aux investisseurs ici, à Maurice et aussi dans la région, cette capacité de pouvoir investir dans ce train-là, de prendre le train qui est en marche. Juste pour vous donner encore un autre exemple de la progression démographique, parce qu'il me semble que c'est très important à comprendre, et quelques illustrations qui me paraissent intéressantes. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Nigeria, et c'est le pays d'Afrique avec 200 millions d'habitants aujourd'hui. Là, je parle à l'échelle de 2030, hein, donc là, on est à moins de 10 ans. Ce chiffre va monter à 260 millions d'habitants, donc on va gagner 60 millions d'habitants. En 2050, ce chiffre va passer à 400 millions, donc on va doubler carrément la population nigérienne en l'espace de 30 ans. Alors vous me direz, c'est super ces chiffres-là, la démographie c'est intéressant, etc. Mais nous on le voit d'un point de vue investissement. Pour nous, d'un point de vue investissement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'historique. Et nous proposons, nous, à nos clients, de pouvoir capturer et capitaliser sur ces méga-tendances. Si vous voulez passer à la partie digitalisation, je voulais juste vous donner quelques exemples, quelques illustrations de compagnies dans lesquelles nous sommes investis aujourd'hui dans Action Africa. Dans Action Africa, peu de monde connaissent HPS Favori, peut-être un peu plus de monde connaît Naspers. Juste pour vous donner un ordre d'exemple, hein, c'est que Naspers aujourd'hui, parlons de Naspers il y a un siècle. Naspers, il y a un siècle, c'était un journal local sud-africain. C'est devenu ensuite un conglomérat des médias. Et aujourd'hui, c'est l'un des leaders mondiaux de la technologie. À tel point, c'est un tel mastodonte qu'ils ont dû se séparer de toute la partie technologique en fait, dans une autre entité qui leur appartient toujours, et ont décidé de le lister aussi sur les marchés financiers. Ils ont aussi décidé de lister cette compagnie dans les marchés financiers européens. Ben vous savez quoi? La semaine dernière annonce, cette société donc, qui s'appelle Prosus, qui est l'entité qui garde les actifs en fait, de Naspers de côté tech, vient de rentrer dans le club très fermé des 50 plus grandes capitalisations boursières européennes. Personne ne sait aujourd'hui que c'est africain. Ou peu de monde. Nous, on le sait. Et c'est ça l'intérêt, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, en investissant dans Naspers, en investissant dans une société sud-africaine, vous investissez dans la technologie. On dirait, pas la technologie de demain, c'est celle d'aujourd'hui. On est sur la technologie d'aujourd'hui. Maintenant, je vais prendre un autre exemple qui me paraît intéressant pour vous montrer à quel point, en fait, aujourd'hui, ce continent a fait émerger des leaders internationaux. Il y a encore temps de jouer. Je prends l'exemple de HPS, une compagnie que j'apprécie particulièrement, une compagnie marocaine, une compagnie qui est dans le paiement digital, dans le paiement électronique. Elle offre des solutions sur toute la chaîne de valeur dans le paiement digital. Vous avez tous expérimenté lors de ces derniers mois un peu dramatiques liés au confinement, à quel point la digitalisation et le digital payment est crucial aujourd'hui dans l'organisation des sociétés. En fait, il faut savoir que les leaders mondiaux dans le digital payment sont africains. Et HPS fait partie de ces leaders mondiaux. D'ailleurs, je dirais même mieux que pour vous donner un peu plus de contenu, d'illustration par rapport à ce sujet-là, votre moyen de paiement mobile ou digital que vous utilisez tous les jours, c'est une association de 2 pure players africains.
L'un que vous connaissez très bien, qui est la plus grande banque mauricienne, et l'autre, c'est HPS. Donc en fait, aujourd'hui, vous utilisez, sans le savoir, des technologies africaines, vous utilisez des services africains. Ces services, aujourd'hui, répondaient à des besoins et répondent toujours à des besoins africains, mais on se rend compte avec l'expérience que l'on vit avec le Covid-19 par exemple, ou même les changements à venir, notamment démographiques, on se rend compte que ces technologies qui ont été développées dans ce continent africain, par rapport à ces contraintes qu'il y avait dans ce continent, deviennent une solution aujourd'hui internationale et mondiale. Et Faori, qui est mon dernier exemple, que j'apprécie également, qui est lui plutôt un local player, donc il est une société qui fait du digital payment en fait uniquement en Égypte, mais je parle de l'Égypte, d'une population de 100 millions d'habitants, donc c'est quand même, c'est pas un continent, mais c'est un gros pays. Et aujourd'hui, il y a une volonté politique très forte pour le gouvernement égyptien de pouvoir démocratiser ces moyens de paiement digitaux pour éviter justement ces problématiques de contagion liées aux échanges et aux transactions. Et aujourd'hui, la Faori, qui a été une entreprise qui a été mise en bourse il y a un peu plus d'un an maintenant, a triplé de valeur. Juste triplé de valeur en fait en capitalisation boursière. Et aujourd'hui, a un marché immense à adresser avec cette volonté politique forte et bien, de pouvoir digitaliser, de démocratiser ces technologies-là au plus grand nombre et permettre en fait à ces sociétés africaines de pouvoir bénéficier à la fois des technologies régionales pour avoir un avenir meilleur. Donc en fait, Axiom Africa, finalement, c'est le projet, puis maintenant, en réalité, un projet qui nous a pris 1 an et demi de travail acharné entre vraiment, encore une fois, chevronnés de l'investissement et des investisseurs convaincus de toutes ces opportunités, de pouvoir élaborer la meilleure manière de pouvoir investir dans ces thématiques, la meilleure manière de pouvoir offrir à nos clients et à nos prospects de profiter de ces méga tendances qui sont fortes, qui sont complètement intégrées dans le continent. Nous avons travaillé dur, nous avons bénéficié heureusement de tout un tas d'aspects favorables, notamment le fait que Axis aujourd'hui opère en Afrique depuis un historique très long, donc ça nous permet d'avoir accès à de l'information, je dirais, intéressante de terrain, parce que comme je le disais tout à l'heure, Constantin, j'étais à Paris dans une boîte américaine, j'aurais pu travailler à Boston et continuer mon métier. Mais je n'avais pas de sens à ça. Parce que le sens, vous l'avez que quand vous le vivez ici sur le continent. Aujourd'hui, seuls les Mauriciens peuvent savoir quel a été le catalyste du digital payment. J'allais dire le Juice, n'est-ce pas? Non, on peut dire non, on peut dire Juice. Quel a été l'impact de Juice il y a quelques mois? C'était pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est le moyen privilégié de paiement. Cet impact-là, comment s'en rendre compte lorsqu'on vit à New York? Comment s'en rendre compte quand on habite à Tokyo, qu'on est gérant à Afrique? Non, c'est très compliqué. Moi, j'ai cette chance-là, justement, de vivre ici à Maurice, de me rendre compte de ces tendances-là, et de pouvoir bénéficier, en fait, de toute l'architecture d'Axis, pour pouvoir avoir de l'information aussi sur le terrain, avec nos partenaires aussi. Nous avons des partenaires au Nigeria, nous avons des partenaires au Maroc, nous avons des partenaires en Égypte, nous avons des partenaires en Afrique de l'Ouest, des RVM, et nous avons des partenaires aussi en Afrique du Sud. Donc nous avons tout un tas d'informations qui nous viennent du terrain pour avoir un peu de sens par rapport à tous ces chiffres que nous capturons avec ces modèles, que nous avons créés en interne depuis 1 an et demi maintenant, et qui nous permettent à la fois de se rendre compte, on va dire, des conditions financières dans lesquelles on opère, de pouvoir sélectionner de manière, je dirais, efficace les valeurs qui nous semblent être intéressantes par rapport à ces thématiques, ces projets, et aussi avoir de l'information qualitative sur les habitudes de consommation des consommateurs africains. Et tout cet ensemble, en fait, est concentré dans ce fonds Axiom Africa, qui finalement, pour le premier mois de lancement, a été, il faut être toujours humble vis-à-vis des performances. Vous savez, c'est toujours important et on peut se réjouir d'avoir des performances positives, mais il y a une certaine humilité à avoir. Mais c'est vrai que pour le lancement, on a permis de pouvoir rendre de donner un peu de retour à nos investisseurs qui nous ont fait confiance au lancement du fonds. C'est un fonds qui a été lancé le 5 août, donc du 5 au 31 août, le fonds a retourné 0,7% de performance en dollars, je tiens bien en dollars, alors que notre indice de référence, je dirais, en fait, la référence des marchés que nous essayons de battre avec ces investissements a lui retourné dans le même temps moins 1,3%. Donc on a déjà généré une surperformance qui nous montre que, on est très probablement sur le bon chemin. 2, que finalement,
cette réalité-là, qui fait encore une fois, c'est un travail de longue haleine avec des équipes chevronnées, des gens convaincus, c'est un résultat qui est agréable à avoir. Et puis 3, elle nous permet aujourd'hui d'être devant vous et puis de pouvoir dire avec notre conviction que Action Africa, c'est un produit un fonds qu'il faudra surveiller de très près, puisque si jamais vous avez intérêt à vouloir diversifier votre patrimoine à l'étranger, que vous avez intérêt à profiter de ces méga tendances qui sont fortes, eh bien ce sera un produit d'intérêt pour vous. Merci beaucoup. Question ? Pour avoir fait cette performance de 0,72%, vous avez investi combien? Si on peut avoir ce chiffre, combien vous avez investi pour... Oui, alors en fait, on est parti d'un actif initial de 1,5 million de dollars. Et donc nous avons investi, c'est un virgule que nous avons déployé de manière tactique, d'abord stratégique, sur ces méga tendances comme je vous l'ai dit, de manière tactique. Nous avons déployé le capital au travers des zones que nous avons considérées. Donc aujourd'hui, on est investi dans à peu près 8 pays dans l'Afrique, qui correspondent, dans 8 pays, dans 8 marchés boursiers, qui représentent à peu près 20 pays. Donc on a eu une approche à la fois stratégique par rapport à ces méga tendances dont je viens de parler, mais aussi tactique, parce qu'en fonction des conditions de marché, on a été plus ou moins attentif sur certains dossiers et plutôt plus pushy sur d'autres dossiers. Donc on est parti avec 1,5 million de dollars et on espère pouvoir lever, on a des bonnes ambitions de lever sur les prochaines années. Aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que, comme je le disais, l'Afrique représente moins de 1% de la capitalisation mondiale boursière. Et des gérants de fonds Afrique aujourd'hui dans le monde, vous n'avez pas, si vous n'avez pas 200, vous avez peut-être des milliers, des dizaines de milliers de gérants de fonds sur les États-Unis, sur l'Europe, sur l'Asie, mais sur l'Afrique même, des gérants panafricains, vous en avez moins de 50. Donc si jamais notre conviction se réalise, si jamais ces méga tendances se réalisent, si jamais ce progrès se réalise, vous imaginez les actifs qu'on est amené à demain à gérer dans l'Action Africa. Mais dans quel secteur d'activité vous êtes en train d'investir? Aujourd'hui, on investit dans à peu près tous les secteurs d'activité qui sont censés bénéficier toujours pareil de cette croissance démographique, de la digitalisation. Lorsqu'on parle de digitalisation, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas forcément que de la technologie. Encore une fois, je prends un exemple. Nous avons investi dans une banque égyptienne qui s'appelle Comi, qui bénéficie de cet aspect de digitalisation. Nous sommes investis dans des sociétés qui utilisent la digitalisation comme moyen d'être efficace opérationnellement. La digitalisation en soi, ce n'est pas forcément que de la tech, c'est un outil qui permet à une entreprise d'être efficace et de répondre à des besoins de la société locale et de la société régionale. Aujourd'hui, un exemple très simple, c'est que quand vous parlez à un Européen ou à un Américain du paiement digital, pour lui, ça lui fait un peu rigoler parce qu'il se dit, moi j'ai juste à sortir en bas de chez moi, je prends ma carte bleue, je sors du cash sur un ATM et j'ai payé ma boulangère. En gros, c'est ça. Donc vous avez un legacy effect. En fait, vous avez une réticence sociale en fait, à basculer sur ce moyen de paiement. Lorsque vous êtes dans une campagne africaine, qu'elle soit marocaine, kenyane, égyptienne, etc., vous n'avez pas accès à cet ATM. Votre capacité à bouger, à shifter sur ces progrès technologiques est immense. Et donc en fait, ce que beaucoup d'investisseurs pensent être comme un problème structurel africain, c'est-à-dire un problème lié à l'organisation et au réseau, en fait, l'Afrique a réussi à trouver des solutions qui permettent aujourd'hui en fait, de devenir les leaders de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, les leaders du paiement digital sont des Africains. Et le paiement digital devient une considération internationale à cause du Covid ou grâce au Covid, peu importe. Mais c'est quelque chose qui est ancré déjà dans la culture africaine depuis bien longtemps. Les premiers à avoir lancé le paiement digital as such, c'était au Kenya avec Safaricom et M-Pesa, dont vous connaissez très bien certainement. Donc tout le monde regardait ça un peu avec des yeux évalués. Je disais que moi je faisais partie de ces rares personnes à l'époque en France, parce que j'étais gérant Afrique, qui croyaient dans ces projets-là, mais tout le monde disait mais c'est complètement fou. C'était incroyable, aujourd'hui c'est une réalité. Et le train, il faut le prendre maintenant. Dans votre communiqué de presse, vous dites toutefois investir en Afrique n'est pas sans risque. Alors Absolument. quels sont les risques? Il y a des risques, il y a beaucoup de risques. Il faut vraiment être clair là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, lorsque vous investissez en Afrique,
je déconseillerais de vous aventurer de le faire tout seul. Vous devez avoir un partenaire et quelqu'un qui doit être expert dans ce domaine-là. Investir en Afrique, c'est quoi? C'est avoir un continent constitué de 54 pays environ, 52 pays, plusieurs secteurs d'activité, donc plusieurs risques liés à la fois sur les pays, notamment le risque de devise, le risque politique, le risque géopolitique, etc. Et vous avez aussi du risque sectoriel et du risque d'entreprise. Un peu comme lorsque vous investissez dans une action. Aujourd'hui, si on considère que Maurice et uniquement Maurice, le risque n'est que action, c'est un risque mauricien. Mais si vous êtes dans une approche internationale, vous avez aussi un risque pays. Et en fait, c'est là l'enjeu, c'est comment vous gérez ces risques-là. Si jamais vous êtes ignorant de ces risques-là, vous allez perdre, c'est évident. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, ok, ces risques sont risques géopolitiques, risques politiques, risques de devise, risques de taux d'intérêt. On intègre ça dans un modèle. Nous avons passé des mois et des mois à intégrer ça dans un modèle qui nous permet en fait de pouvoir sortir une allocation de pays en fonction de toutes ces tendances-là. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas numériques, qui ne sont pas numérisables. Quand vous me parlerez du coup militaire au Mali, personne, aucun modèle ne pouvait le savoir. Et c'est justement ça l'enjeu, c'est le fund manager, le responsable de zone, qui est lui complètement dédié à cette tâche de surveillance des pays, de pouvoir analyser de manière approfondie en fait la situation politique, donc tout ce qui n'est pas numérisable, et de pouvoir intégrer ça dans ces investissements. Donc on a une approche complètement hybride et assumée, qu'on appellerait fondamentale, à savoir une partie quantitative de modèles d'allocation qui nous permet de capturer un nombre assez conséquent d'informations, qui nous permet de faire une allocation optimale au niveau des pays, et dans un second temps, le responsable, donc moi-même et mes collègues qui suivent les autres pays, qui se disent, bon ben, voilà, aujourd'hui, notre modèle nous dit d'investir 10% en Afrique du Sud, par exemple. Moi, je suis plutôt confiant sur l'Afrique du Sud. C'est un exemple, hein, c'est pas un exemple réel. Hein. Je vais rajouter 2 ou 3%. Je suis moins confortable sur l'Afrique de l'Ouest avec la situation qui se passe aujourd'hui, les élections qu'on a dans divers pays en Afrique de l'Ouest, le coup militaire au Mali. Je préfère ne pas investir aujourd'hui, même si aujourd'hui, mon modèle d'allocation me permet, je disais, d'investir 5% dans la zone. Donc c'est cette discrétion-là qui est nécessaire et qui nous permet aujourd'hui, en gérant ces risques, de générer aussi de la valeur ajoutée. D'autres questions? Vu que vous dites la révolution digitale, qu'il n'y a pratiquement pas en Afrique de l'économie digitale, et il y a un marque d'infrastructure et de compétences. Et comment ça va? Comment vous allez faire pour... Je pense que je comprends votre question. Et en fait, la question, je pense qu'elle est tout à fait légitime. En fait, ce qui se passe en Afrique, il y a toujours l'idée aujourd'hui que les gens ont, c'est d'attendre beaucoup des États. L'État étant structurant, en fait, du tissu, du réseau, etc. En fait, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il y a les compétences, justement. Elles sont là, elles sont privées. Les compétences privées que je vous ai présentées, les HPS, les favoris, vous avez les NASPER. Ces compétences, elles sont absolument ancrées en Afrique dans le secteur privé. C'est eux qui créent, en fait, qui créent les conditions de cette économie digitale. Cette économie digitale, en fait, elle est de facto en train de se créer, de se dérouler sous nos yeux. Et en fait, si jamais, évidemment, vous attendez que le gouvernement d'un tel pays ou d'un tel pays investissent dans l'économie digitale, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des acteurs internationaux, africains, qui répondent à un besoin, qui se répond du besoin de consommation, donc qui est toujours dirigé par ce boom démographique. Et ces acteurs sont des acteurs de digitalisation. Et donc en répondant aux besoins de ces clients, de leurs clients, en adressant ce marché-là, ils créent finalement cette économie digitale tant attendue. Mais voir l'économie digitale africaine sous le prisme de l'État, aujourd'hui, c'est un côté de la médaille qui peut être frustrante, et je comprends, c'est pour ça que je comprends votre question. Mais en fait, qui vous donne une image je dirais très petite, très faible de ce qui se passe en réalité, parce que ce sont les acteurs privés aujourd'hui qui font l'économie digitale. Aujourd'hui, c'est votre téléphone portable, votre manière de consommer, comment vous allez acheter sur Internet, votre rendez-vous. Exemple, je prends un rendez-vous chez le médecin, je suis dans une campagne africaine, mon rendez-vous, je le fais avec une application. Cette application, ça s'appelle ce qu'on appelle le e-santé. Tout ça, c'est de l'économie digitale. Ce n'est pas un réseau, une infrastructure qui a été mise en place par l'État, c'est une infrastructure, c'est un réseau qui a été mis en place par des acteurs privés qui sont les leaders aujourd'hui de leur domaine. Nous prenons le cas de Maurice, que nous allons venir sur une récession
effet d'endettement l'année prochaine peut-être, et que qu'est-ce que ça va nous rapporter en tant que l'investissement et comment les gens vont... C'est sans question. Ouais. J'ai bien compris. Ils vont Capitaliser, malgré la récession. Oui, c'est une excellente question. En fait, il y a aussi beaucoup d'idées préconçues chez beaucoup d'investisseurs que si l'économie va mal, ben en fait, il n'y a pas d'opportunité d'investissement. En fait, et c'est ça l'enjeu aussi de ma présentation, c'est de montrer en fait à la communauté des investisseurs que la crise, la pandémie qui a été une catastrophe à la fois sanitaire, écologique et économique pour beaucoup de pays, y compris Maurice, et peut-être même surtout Maurice malheureusement, cette catastrophe a vu émerger aux yeux je dirais, des gens qui n'étaient pas les plus experts, des technologies, des propositions, des solutions, des produits qui permettaient de résoudre certains problèmes. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont eu des performances boursières catastrophiques durant le Covid parce qu'elles sont très liées au cycle économique, mais d'autres qui ne sont pas du tout sensibles à ces cycles économiques. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Fawi, l'entreprise EJT dont je parlais. La performance depuis le début de l'année, malgré la crise du Covid-19, est de 200%. Le rendement de cette action, c'est 200%. Et pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui répond aujourd'hui à un besoin immédiat, qui était toute petite, complètement inconnue du grand public, mais sa solution, par rapport à notre contexte malheureux que nous vivons, eh bien, c'est sa proposition. Donc forcément, les gens vont acheter cette action, parce qu'elles vont pouvoir capitaliser sur ce produit-là, qui répond à cette demande liée à la crise du Covid-19. Donc, en fait, vous avez toujours dans les marchés une possibilité d'investir, et il faut le faire de manière intelligente, de manière structurée, de manière disciplinée, dans les contextes économiques qui sont pris pour compte. Et évidemment, aujourd'hui à Maurice, nous recommandons aux Mauriciens de pouvoir investir justement à l'étranger, de pouvoir diversifier ce risque mauricien. Et c'est un peu aussi le projet d'Action Africa, de pouvoir permettre aux Mauriciens de pouvoir diversifier ce patrimoine ancré aujourd'hui à Maurice avec tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait qu'on est dans une contraction économique sévère, qu'il y a des problématiques de perte d'emploi, etc. Donc comment moi, en tant que Mauricien, eh bien, je vais pouvoir garantir, je vais pouvoir me payer ma retraite future, pouvoir payer l'école de mes enfants, tout simplement en diversifiant ce patrimoine au maximum et bénéficier en fait des grandes tendances qui ne sont peut-être pas forcément ici aussi à Maurice, mais qui peuvent être ailleurs. Et Action Africa, c'est un peu le projet. Quels sont les risques de l'investissement? Disons, 2000 $. Le minimum d'investissement, vous voulez dire? Oui, $1000. 1000 $. Ah, $1000. Équivalent de pire. Oui, qui corporate ou individuellement? Alors, on s'adresse à tout le spectre, que ce soit les individuels, mais aussi les institutionnels. Donc les institutionnels sont aussi les fonds de pension, les assurances, etc. Et on a bien conscience que $1000, c'est un minimum relativement élevé pour le particulier. Bien sûr, il y a des particuliers qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, mais vous savez que même si vous êtes en tant que particulier, vous êtes dans l'impossibilité de rentrer dans ce fonds-là, tôt ou tard, si jamais votre fonds de pension nous sélectionne par exemple, ou si votre fournisseur d'assurance nous sélectionne par exemple, vous pouvez avoir une exposition à Action Africa à ce travers. Donc en fait, l'idée c'était de pouvoir donner un minimum, parce qu'il faut bien quand même qu'on soit rémunéré par rapport à tout ce travail, cette recherche nécessaire, pour pouvoir donner le meilleur produit possible et adresser une demande d'épargne ici à Maurice. Donc on ne pouvait pas s'adresser non plus à tout le monde, il fallait réduire un minimum, mais en espérant aussi pouvoir avoir accès à tous ces fonds de pension institutionnels qui sont aussi nos clients, nos prospects, et qui permettront d'investir à ceux qui ne pourront pas dans Action Africa et qui pourront avoir une exposition à ceux qui ne pourront pas rentrer à Action Africa. Mais quels sont les risques d'investissement? Alors le risque, c'est du risque action. Alors le risque action, c'est comme vous investissez à Maurice, vous investissez sur les titres mauriciens. Ici, vous allez avoir le même risque de risque action, mais vous allez avoir aussi du risque de change, vous allez avoir aussi, parce que vous investissez à l'international. Donc, si jamais je suis mauricien et que mon patrimoine est en roupies mauriciennes, vous allez avoir une exposition en fait sur le rand sud-africain, sur le pound égyptien, sur le dirham marocain, sur le shilling kényan, etc. etc. C'est un risque
Ce sont des risques qu'il faut maîtriser justement et puis pouvoir les magnifier de telle manière à ce que ce soit bénéfique. Il faut savoir que Axiom Africa a une devise de référence qui est le dollar. Donc nous, notre objectif, c'est de sélectionner des valeurs en Afrique sur le prisme d'un investisseur dollar. Donc lorsque vous avez à voir, on va investir au Kenya, on va bien entendu investir en Kenyan shilling, on va acheter une entreprise avec du Kenyan shilling, mais on aura sélectionné cette entreprise par rapport à ses perspectives de croissance et de rendement d'un point de vue d'un investisseur dollar. Donc à la fin des fins, c'est ça qui nous permet de... Parce que notre indice de référence, il est en dollars. Hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir ce rendement de cette perspective-là. J'espère avoir été clair. Dites-moi si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Non, non, c'est clair. Quand vous êtes un investissiez, et par exemple à vous, et vous avez un stop pay, un stop loss. On a plusieurs stratégies. Bien sûr, oui, on a plusieurs stratégies. Est-ce que vous avez cette ou bien on peut faire tout? Nous sommes actifs. Nous sommes des gérants actifs, assurément actifs. Bien entendu, notre objectif, déjà, on n'est pas investi sur une action. On n'est pas investi sur 2 actions. On est investi sur un ensemble d'actions, une vingtaine aujourd'hui, qui nous permet de garantir en fait que chacune d'elles permettra une contribution au rendement du portefeuille, mais ne pourra pas tirer tout le portefeuille vers zéro. Et on a notre approche d'investissement et de trading, on va dire, est active. Bien entendu, on ne va pas se laisser dériver sur une mauvaise performance. Donc, si on estime qu'aujourd'hui l'investissement ne vaut plus le coup demain, nous liquidons tout simplement la position. Est-ce qu'il y a un impact sur l'économie mondiale, par exemple, aux États-Unis, il y aura des élections? Est-ce que c'est bon d'investir là ou il y aura un effet de cette... Bien sûr, nous investissons à... Encore une fois, aujourd'hui on propose Axiom Africa. Axiom Africa, c'est vraiment des sociétés africaines. Évidemment, le contexte politique et géopolitique étranger, international, a une affaire avec l'Afrique et avec nos investissements. Nous surveillons de très près ce qui se passe aussi aux États-Unis et en Europe, bien entendu. C'est inscrit dans cet axe-là. Il faut avoir à l'esprit que l'Afrique, ce qui est intéressant, c'est que c'est le continent le moins intégré dans les marchés internationaux. Par conséquent, il y a une espèce d'immunisation, quasi-immunisation en fait, de l'Afrique sur tous ces phénomènes qui peuvent engendrer les bourses internationales. Aujourd'hui, l'Afrique, en fait, justement, parce qu'elle a été complètement négligée par les investisseurs internationaux, aujourd'hui, est faiblement ancrée au mouvement de capitaux très rapide. Allez, on va reprendre. Si vous avez des questions additionnelles, on va reprendre. Bon. Il y a